Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... A surprise move today by the Montreal teenager known as Mafia Boy. He admitted in court he is the hacker who crashed several popular websites last winter. Des histoires étranges de l'ère numérique. À l'aube du nouveau millénaire, Internet est en pleine expansion et toute la planète vit l'angoisse du fameux bug de l'an 2000. En février 2000, alors que le monde a survécu, une attaque informatique historique paralyse tous les géants du web de l'époque, dont Yahoo, Amazon et CNN. Les dommages sont estimés à plus de 1,2 milliard de dollars et pour la première fois, les infrastructures du web sont ébranlées. À l'origine de cette attaque, un jeune Québécois de 15 ans depuis le sous-sol de ses parents. Aujourd'hui, nous plongeons enfin dans l'histoire de Mafia Boy, le hacker le plus connu du Québec. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien toi, Émile Gauthier? Ça va très bien, c'est notre premier épisode de 2024. Oui, t'as raison. Yes, on vous souhaite une bonne année, les distordus. 2024 ou 2028, si encore une fois vous nous écoutez dans le futur, comme c'est souvent le cas. C'est bon de laisser des petits easter eggs comme ça. Exactement. Donc, oui, c'est fun. Yes, on a plein de projets, nous, cette année. Évidemment, on est à peu près à mi-saison. Là, il reste quelques épisodes quand même. Oui. Mais tranquillement, on approche de la fin. Autrement, vous risquez de nous voir peut-être sur une scène près de chez vous, qui sait, parce qu'on veut amener notre cabaret des curiosités du web ailleurs qu'à Montréal. Exactement. Il y a au moins une grosse date là, qui va être révélée bientôt. On a bien hâte de vous en parler. Sinon, eh bien, on va tenter de voir justement où est-ce qu'on pourrait aller jouer si je parle comme si on était un band. Donc, vous nous avez déjà suggéré des endroits, des salles dans votre région, en dehors de Montréal, tout ça. Ben, n'hésitez pas à continuer si vous avez des bonnes idées dans la région de Québec ou Sherbrooke, par exemple, même au Saguenay, peu importe. Il y a des gens qui nous ont écrit de la Gaspésie qui aimeraient nous amener en Gaspésie 3-4 dates là-bas. Ça pourrait être chouette. Donc, n'hésitez pas, peu importe votre région du Québec. Nous, ça nous permet de savoir, en fait, quels sont les salles, les lieux, les endroits où on peut faire des shows comme ça. Oui, exactement. Puis souvent, les gens ont des contacts aussi, donc c'est intéressant. Des fois, ils nous font une petite passe sur la palette pour nous aider pour tout ça. Donc, continuez, parce que c'est vraiment, comme tu le dis, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre de l'avant. Cette année, on veut aller à votre rencontre. Là. Exact. Donc, c'est ça. On a vraiment hâte, honnêtement. C'est tellement, comment dire, les expériences live, puis surtout ce concept-là, je l'adore personnellement. On a hâte qu'encore plus de gens puissent y goûter. Tout à fait, Seb. Et aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet qui est sur notre liste depuis longtemps. On entendait le bon moment, je pense. On poursuit notre série sur les hackers québécois. En début de saison, on avait parlé du pirate de Gatineau. Et aujourd'hui, on revient en force avec Mafia Boy, qui a perpétré plusieurs attaques informatiques à une époque où on n'était pas si habitué que ça de voir des attaques. Maintenant, c'est rendu chose commune. Et on va revenir sur toute l'histoire des attaques qu'il a fait contre les géants du web de l'époque. On parle évidemment de l'aube de l'an 2000, du bug de l'an 2000 et tout ça. Donc, ça risque d'être intéressant, d'être un retour en arrière assez cool. Et en plus, Seb, tu nous as préparé un after show pour nos abonnés Patreon. Oui, sur le piratage de MGM Resort. Ça, c'est un énorme casino à Las Vegas, mais il y en a un peu partout dans le monde. C'est des hôtels de luxe et tout ça au Nevada. Et il y a eu un gros piratage au mois de septembre, là, où que ça a vraiment, figé à peu près toutes les chambres d'hôtel, les machines à sous, toutes les transactions, etc. Donc, ce qui va être intéressant aussi dans ce cas-là, c'est que c'est une nouvelle forme de phishing qui a été utilisée par ces piratages-là. Donc, on vous en parle un peu plus dans l'after show. Et qu'est-ce qu'on boit ce soir, Seb?
Oh oui, ce soir, Émile, on boit quelque chose de spécial. On boit la Brown Ale du Barista qu'elle s'appelle. Et ça, c'est une collaboration entre Silo, le microbrasseur, et Barista, qui est un micro-torréfacteur, en fait. C'est une ale brune au café. C'est une collaboration entre voisins, en fait. Le café a été infusé à froid avec des grains de café torréfiés, spécialement pour cette bière qui a été fournie par le barista. C'est très bon. Ah oui, vraiment. Moi, j'adore le mélange entre les deux. Pour avoir goûté quelques itérations de bière au café, c'est la meilleure que j'ai pu boire, je pense, dans ma vie. 5,7 % d'alcool. Et ce qui est intéressant de cette bière-là aussi, c'est qu'elle nous a été offerte, Émile, par Marc-André, qui travaille à cet endroit-là et chez Barista, en fait, et qui est venu nous voir au cabaret des curiosités en novembre dernier au Théâtre Sainte-Catherine, où il est venu nous remettre ça en main propre. Donc, toujours un plaisir de recevoir des bières de votre part. Merci, Marc-André. Yes. On a aussi un shout-out, une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Dégénéreux. On nous dit « Faites attention, pire qu'une drogue dure. Une fois le premier épisode écouté, vous serez accro et vous en voudrez toujours plus. Émile et Seb sont incroyables, autant que leurs histoires. Merci pour tous ces récits que j'écoute attentivement dans le trafic. » J'espère que tu parles de trafic de voitures, bien sûr. Oui, effectivement. Alors, Émile, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui? Oui, mais juste avant, on doit dire un petit mot à propos de notre commanditaire Manscaped. Seb, la Saint-Valentin approche à grands pas et je parie que nos distordus se demandent comment impressionner leur douce ou leur doux moitié. Je sais pas si ça se dit doux moitié. Eh bien, Manscaped a la solution parfaite avec son Performance Package 5.0 Ultra. Mesdames ou messieurs, imaginez offrir ça à votre homme, un cadeau Cupidon approuvé pour garder la flamme toute l'année. Tout à fait, Émile. Et les gars, vous voulez être le plus charmant pour votre rendez-vous de la Saint-Valentin? Il y a le Lawn Mower 5.0 Ultra qui est là pour ça. Il y a la technologie Skin Safe. C'est la garantie d'un toilettage sans souci. Il y a même le projecteur LED, plus brillant que jamais. Ça t'assure un rasage précis, même dans les endroits les plus difficiles. Je t'avoue que ce LED-là donne un petit côté distorsion là, au rasoir. Là. Dans le noir, là, ça peut faire un effet un peu de light stick. Oui. Et n'oublions pas le Beard Edger Pro Kit pour la barbe, Seb. Conçu pour sculpter la barbe avec facilité, c'est le choix parfait pour un look suave pour ces moments romantiques. La polyvalence est le mot d'ordre chez Manscaped, que vous vouliez une barbe soignée ou un rasage de près. Exactement, Émile. Et c'est pas tout. Chaque package comprend aussi des goodies comme le sac de voyage Shed et les boxeurs 2.0. Et pour finir en beauté, il y a le cologne raffiné Manscaped qui ajoute une touche spéciale de Saint-Valentin à votre routine. Oh oui! Sans oublier que pour nos auditrices ou nos auditeurs, offrir Manscaped à leur homme, c'est offrir le cadeau de la confiance et du style. Et encore une fois, dans le but de se présenter sous son meilleur jour pour des moments inoubliables. Et avec le code DISTORSION, tout ça est encore plus accessible. Vous obtenez automatiquement 20% de réduction et la livraison gratuite sur votre commande. C'est une offre vraiment à ne pas laisser passer. Alors que vous soyez à la recherche du cadeau parfait ou que vous souhaitez vous faire plaisir, Manscaped est la solution. Visitez manscaped.com et utilisez le code DISTORSION à la fin pour profiter de cette offre exclusive. Prêt pour la Saint-Valentin, Émile? Oh oui! Alors, Émile, je pense qu'on en a assez dit. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui? Oui! Et madame, c'est parti! Yeah! En l'an 2000, alors que l'Internet connaissait une expansion fulgurante avec environ 361 millions d'utilisateurs à travers le monde, le secteur traversait également une période de crise. La planète venait tout juste de surmonter les craintes liées au bug de l'an 2000, je le rappelle, qui était un problème informatique qui aurait pu, craignait-on à l'époque, causer des pannes massives dans les systèmes critiques du monde entier, affectant tout, des services financiers aux réseaux de transport. Heureusement, les conséquences furent minimes et un soupir de soulagement collectif a pu être poussé.
Est-ce que tu te rappelles, Seb, qu'est-ce qui allait le causer, ce bug-là? C'est-tu le passage à vraiment à l'an 2000, comme si les horloges de tout ce qui est informatique dans le monde n'avaient pas été conçues pour passer le millénaire? Quoi? Oui, c'est exactement ça. C'est l'espace mémoire des dates. En fait, à l'époque, je pense que c'était pour économiser de l'espace mémoire. Les formats de dates, même pour les années, avaient seulement 2 espaces. Et à cette époque-là, encore une fois, tous les systèmes, c'était un petit peu plus rigide aussi. Oui, puis c'était pas les ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Puis je me rappelle plus de la conséquence exacte, mais je sais que quand il allait changer d'année, ça te retombait comme dans les années 30 ou quelque chose comme ça. Fait que ça pouvait créer toutes sortes de bordels. Là. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont calculées avec les dates, des actions qui sont prises. Ben oui. Donc, ça aurait créé un méchant bordel. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est un peu pas la naïveté des créateurs de l'époque, si on veut, des systèmes informatiques. Mais heureusement, étant donné quand même qu'on l'a vu venir plusieurs années d'avance, là-dessus, des fois, l'humain, il est poche, là, dans le sens qu'il va réagir une fois que c'est arrivé. Mais pour ça, je dois avouer qu'il a été proactif, puis on a vraiment limité les dégâts. Là. Mais c'était vraiment drôle. Là. Les gens avaient quasiment peur que tout allait sauter. Il y avait... oui, pour l'avoir vécu, c'était angoissant. Ah oui, il y avait des légendes urbaines là, qui se promenaient là-dessus. Vous allez perdre votre argent dans vos comptes de banque. Oui. Puis je serais curieux de voir, puis je me rappelle plus si... faudrait trouver des vieux reportages de l'époque, là, s'il y avait des gens vraiment qui avaient été retirés leur argent par crainte. Sûrement, c'est sûr. C'est sûr que oui. Ah non, c'était toute qu'une époque. Vous, les distordus, je ne sais pas si vous avez des anecdotes farfelues par rapport à ça. N'hésitez pas à nous en parler. Oui, nos distordus, je pense que la plupart n'étaient pas nés en l'an 2000. On était très jeunes. Oui. Ben, il doit en avoir. Oui, bien sûr. Nous, on était des jeunes adultes dans la fleur de l'âge. Ben moi, en tout cas, j'étais en l'an 2000. Je n'étais pas encore adulte. Oui, moi, je l'étais, mais j'étais un jeune adulte. Bref. Heureusement, comme on vous dit, les conséquences furent minimes et un soupir de soulagement collectif a pu être poussé. Mais ce soulagement fut de courte durée car la bulle Internet a éclaté peu de temps après, mettant fin à une ère de spéculation effrénée et faisant plonger les valeurs de nombreuses startups du web. Ces entreprises, qui étaient souvent surévaluées, même la majorité du temps, qui avaient misé gros sur l'avenir du commerce en ligne, se sont retrouvées face à la réalité avec des modèles d'affaires non viables et des dépenses astronomiques. Parmi ces dépenses, on a des publicités à plusieurs millions de dollars, y compris lors du Super Bowl, des fêtes somptueuses avec des artistes de renom, des bureaux luxueux dotés de toutes les commodités inimaginables. De plus, des acquisitions surévaluées, des projets futuristes non rentables étaient monnaie courante. Cette période d'excès, marquée également par des salaires et des bonus astronomiques, a finalement conduit à l'éclatement de la bulle, entraînant la chute de nombreuses entreprises du dot-com qu'on disait à l'époque. Oui, ça aussi, ça a été un événement marquant. Puis c'était fou, la valuation des entreprises à l'époque. Là, tu te dis, ben voyons donc, c'était même pas toute la population qui avait des ordinateurs. Tu sais. C'est vrai, hein? Puis c'était des entreprises évaluées là, à des centaines de millions des fois, puis de centaines de millions de l'époque. Là. Oui, exactement, sans jamais faire de revenus, sans justement avoir de modèle d'affaires viable. Heureusement, maintenant, il y a les licornes maintenant, là, mais quand même, ça aussi, les investisseurs y ont appris. De ça, là, à faire moins confiance et d'être plus serré. Mais je me rappelle, il y a tellement eu d'excès. Là. La pub aussi, à l'époque, c'était dégueulasse sur le web. C'était pas bien intégré comme maintenant. Ah là. Non, c'était même maintenant, des fois, c'est difficile encore. Puis, c'était pas ciblé, là? Non, pas comme aujourd'hui. Là. Ah non, c'est incroyable. Il y a des gens qui se sont mis très, très riches avec ça aussi. Là, des gens qui avaient acheté genre broadcast.com, là, puis ils ont vendu... Des McAfee de ce monde, c'est des antivirus. Oui, c'est ça, des affaires pas antivirus, il y a une certaine complexité, mais des fois, à l'époque, c'était pas tant, c'était plus l'idée. Puis souvent, les gens ils devenaient très, très riches avec ça. Là. On achetait il y a eu des .com là, qui ont été achetés là, tellement cher, puis que maintenant, c'est complètement autre chose. Ça n'a même plus rapport. Donc, c'était comme une ruée vers l'or. Oui, exactement. C'est comme si c'était une nouvelle planète, l'Internet, puis là, on était à la chasse. C'est ça. En tout cas, non, c'était tout comme un monde. Mais tu vois l'humain, tu vois vraiment tous les travers de l'humain à travers ça. Bien sûr. Malgré cet effondrement, le web continuait de se démocratiser. Le nombre d'utilisateurs augmentait significativement
et les connexions haut débit commençaient à remplacer les anciennes connexions dial-up par modem, offrant une expérience en ligne qui était tout de même plus rapide et plus fluide. Cette période a également été témoin d'une vague d'innovation, avec le lancement de services qui allaient devenir emblématiques comme Google en 1998. Ça fait 25 ans et on fêtait ça le 4 septembre dernier. C'est 25 ans Google, hein? On ne le réalise pas comment c'est intégré dans nos vies, hein? C'est fou. Le commerce électronique gagnait du terrain et au milieu de cette tourmente, certaines entreprises ont non seulement survécu, mais se sont épanouies, devenant des géants du e-commerce d'aujourd'hui, comme Amazon, hein, qui a été fondé en 1994, ou même eBay en 1995. En somme, l'an 2000 a jeté les bases du monde hyper connecté d'aujourd'hui, une période où l'Internet a commencé à prendre une forme plus mature, pavant la voie pour les innovations futures. Oui, puis, tu sais, Amazon, à l'époque, c'était vraiment un marchand de livres. Hein? C'était pas aujourd'hui exact. Où tu peux pas te faire ton épicerie comme aujourd'hui là-dessus. Non, pas puis, du tout. par contre, eBay, ce qui est le fun de eBay, c'est qu'ils n'ont jamais changé de vocation. C'est vrai. Et ça a très peu changé de design. Oui, je suis allé hier pour OK. chercher quelque chose usagé. Là, je regardais sur eBay. Puis, ça a presque pas changé. Tu sais, oui, l'ergonomie s'est améliorée, l'interface, mais c'est comme la même chose. Oui. Tu sais, pourquoi ne pas changer une formule qui fonctionne? Oui, tu sais? c'est vrai, hein, tu as raison. Hein. Je ne sais pas au niveau, je n'ai pas regardé les chiffres d'affaires, ça doit encore générer beaucoup d'argent. J'y vais beaucoup moins qu'à une certaine époque. Il y a une époque où Amazon avait moins de produits, puis eBay, il y en avait quand même des produits neufs et tout ça. Ah oui, ils ont des produits neufs, évidemment. Mais j'ai perdu les réflexes, bien honnêtement, d'aller sur eBay. C'est très, très rare. C'est quand je vais chercher des trucs plus rares, justement, que j'arrive pas à trouver sur Amazon. On dirait que c'est devenu plus un deuxième choix, mais qui n'arrive pas souvent. Je sais pas si... justement, tu disais que tu y allais. Je sais pas si c'est dans tes habitudes d'acheter sur eBay. Ben, c'est pas dans mes habitudes, mais tu sais, quand tu recherches du matériel audio, par exemple, des instruments de musique, des choses comme ça, ben, des trucs que tu vas regarder sur Marketplace, par exemple, je vais avoir tendance à regarder aussi sur eBay pour comparer un peu, puis rechercher quelque chose Ouais, ça donne de une comparable. Idée. Ça donne une idée, effectivement. Puis justement, en parlant de l'an 2000, toi, t'étais-tu connecté à Internet chez toi? Dans ce temps-là? En 2000, je pense que oui. Oui, sans doute. Okay. Probablement depuis 97-98 environ. OK, quand même. Oui, c'est ça. Oui, j'avais un vieil ordinateur qui allait pas vite. Là, oui. Mais au moins, tu étais quand même connecté à Internet. À cette époque-là, on ne s'en rendait pas tant compte. C'était juste ça, la réalité, la norme. Là, donc. Ben oui, souvenir de l'époque. En fait, j'avais eu le disque de Wu-Tang Forever, qui était un disque multimédia, en fait. Puis quand on le mettait dans l'ordinateur, on pouvait aller sur le site puis voir des petites vidéos et des choses comme ça. Moi, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à aller voir le contenu sur ce disque-là. Là, mon ordinateur n'était pas assez rapide. Là. Il n'y arrivait pas. Ça me dit quelque chose. Je l'ai encore, la pochette douche. Je vais tester, voir. Ouais, c'était une technologie. Je pense que c'était Real Player. C'était super avant-gardiste à l'époque. Oui, c'était intéressant. Tu as raison. C'était intéressant, ça. Cependant, on revient à notre histoire, là, à l'aube du nouveau millénaire, l'Internet là, était semblable à un adolescent en pleine croissance qui naviguait encore dans les eaux tumultueuses de sa jeunesse. Les infrastructures étant encore naissantes, allaient être mises à rude épreuve une fois de plus. Nous sommes maintenant le 7 février 2000 à Santa Clara, en Californie. Quelques semaines après que le monde ait poussé un soupir de soulagement ayant évité les catastrophes potentielles du bug de l'an 2000. Cependant, un autre événement significatif était sur le point de secouer le monde numérique. À 10h30 du matin, des millions de personnes à travers le monde utilisent Yahoo, qui est le moteur de recherche le plus populaire de l'époque, naviguant à travers ses divers services, du courrier électronique allant jusqu'aux actualités. Soudainement, les services commencent à tomber en panne les uns après les autres, entraînant frustration et de multiples rafraîchissements d'écran là, par les internautes qui sont perplexes. Et donc, en faisant ça, ça congestionne encore plus le service à l'époque toujours. Chez les ingénieurs de Yahoo, c'est la confusion totale. Ils s'efforcent de déterminer la cause de cette augmentation soudaine du trafic qui a saturé les serveurs en ce jour de février. Rapidement, une équipe de gestion de crise se met en branle, telle que des détectives numériques plongeant dans un océan de données. Ils scrutent le flux incessant de paquets de données
tel un torrent d'eau déferlant dans un barrage, cherchant à identifier le type d'attaque et les outils utilisés par les pirates. Chaque paquet qu'on appelle packet est comme une goutte d'eau, et parmi eux, ils recherchent les eaux contaminées, un peu comme des biologistes marins qui identifient des espèces toxiques dans une mer, par exemple. Exactement. Les enquêteurs remarquent que le trafic provient de certaines adresses IP suspectes. Ils contactent alors les fournisseurs d'accès à Internet et leur demandent de bloquer le trafic provenant de ces adresses IP-là qui sont suspectes, qui sont potentiellement responsables d'envoyer des requêtes très élevées au serveur de Yahoo. En faisant cela, ils érigent une barrière virtuelle visant à stopper l'assaut et à restaurer la tranquillité dans les eaux numériques de Yahoo. Parallèlement, ils augmentent la capacité de leur réseau en ajoutant des serveurs supplémentaires et en répartissant la charge entre eux. Ils modifient leur configuration DNS pour rediriger les utilisateurs vers des sites miroirs ou des pages statiques qui consomment moins de ressources. Bref, ils font tout ce qui est possible pour tenter de désengorger le système. Ils sont quand même bons et réactifs pour des situations qui n'arrivent pas souvent. Je les ai trouvés bons. Oui. Yahoo se trouve en fait victime de ce qu'on appelle une attaque par déni de services distribués, DDoS. Certains d'entre vous doivent connaître ça, ceux qui sont familiers avec le hacking ou qui ont écouté d'autres épisodes passés de Distorsion. Et c'est cette attaque-là qui a submergé le site avec du trafic fictif, en fait, le rendant inaccessible pendant plus de 2 heures. Heureusement, aucune donnée client n'a été compromise. C'est comme s'il y avait tellement de requêtes dans le site web que tu avais un millier de personnes qui essayaient de rentrer dans une petite porte. Exactement, en même temps. En même temps. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça bloque complètement. Ça ne fonctionne pas, Exact. Étonnamment, cette mésaventure de quelques heures n'a pas ébranlé la solidité financière de Yahoo cette journée-là. Sa valeur marchande de 93 milliards de dollars. Quand même, à l'an 2000, c'est beaucoup. Ah oui, on voit, c'était la ruée vers l'or pour les moteurs de recherche. C'était la course pour qui allait gagner. Et moi, c'était même pas mon préféré, si tu veux mon avis. Non, moi non plus. Donc, sa valeur marchande de 93 milliards est restée stable et l'action de l'entreprise a même connu une légère hausse. Les analystes financiers de l'époque ont souligné que cela témoignait d'une certaine maturité, même une résilience du marché, reconnaissant que les interruptions temporaires étaient des incidents, en fait, gérables et non des catastrophes insurmontables d'une certaine façon. Oui, parce que souvent, la bourse, on est très émotif. Puis à ce moment-là, même à l'an 2000, ils ont bien réagi la première journée du piratage quand même. Pour comprendre l'ampleur et la gravité des attaques par déni de services distribués, il est essentiel de saisir leur nature et leurs conséquences. Ces attaques qui continuent de menacer sérieusement les entreprises et organisations du monde entier encore aujourd'hui ont le potentiel d'interrompre les opérations, en fait, de nuire à la réputation et d'entraîner d'énormes pertes financières. Malgré des avancées significatives en matière de protection et de sécurité, les attaques par déni de service demeurent toujours une tactique et privilégiée par les cybercriminels pour diverses raisons. Ces dernières années, il y a eu plusieurs attaques notables qu'on peut souligner leur persistance et leur évolution. Par exemple, en février 2018, GitHub, les gens dans l'informatique connaissent bien ça, c'est une plateforme de développement, de partage de code source. Il y a eu une attaque massive, puis écoutez ça, la vitesse du trafic, il recevait 1,35 terabytes par seconde. Donc ça complètement, ça bousillait complètement les serveurs. En 2020, il y a eu des institutions financières majeures qui ont été perturbées. Il y a eu l'attaque de DIN, que ça, c'est un serveur DNS qui permet vraiment de réadresser tous les sites web. En 2016, ça a causé des pannes de Twitter, de Netflix. Pendant la pandémie de la COVID-19, il y a plusieurs services de santé qui ont été touchés par des attaques comme ça. Amazon Web Services aussi a eu une grosse attaque en 2020. Donc, c'est plus, même si Mafia Boy, c'était la première à l'an 2000, puis qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est... Moi, des fois, j'avais un peu l'impression que c'était quelque chose du passé, pour être bien honnête, ou dans le sens qu'on était super protégés, mais je me rends compte que non, dans le sens que
les pirates aussi se sophistiquent. Oui. Se sophistiquent. Oui, c'est drôle. Ouais, non, je sais que ça se disait pas, là, mais bon. S'améliore, en fait. Voyons, comme oui, c'est ça, il s'améliore. Mais c'est ça, j'avais l'impression que c'était quelque chose du passé, puis ça ne l'est pas. Puis dans une attaque comme ça, les assaillants utilisent un réseau de machines infectées. C'est ça la force, en fait, c'est qu'ils créent plein de petits robots, si tu veux, de soldats. Donc, ils infectent des machines pour inonder la cible de trafic qu'on dit superflu, en fait. C'est ça qui paralyse les ressources. Ces attaques ont connu une augmentation alarmante avec des incidents records en termes de fréquence et d'intensité. Les secteurs là, qui sont le plus touchés, aéronautique, l'Internet, les services financiers et le gaming. Les pays, c'est les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et la France qui figurent parmi les pays les plus ciblés là, des attaques des DOS. Puis, je sais que le Canada, c'est juste parce qu'on est moins, mais on est autant la cible de tout ça. Là. Donc, c'est toujours quelque chose de très, très présent aujourd'hui. Si on revient à notre histoire, on est le 8 février 2000. Dès 10h30 du matin, une nouvelle onde de choc secoue le monde du Web. Les sites de Yahoo et de ses affiliés sont assiégés, restant inaccessibles pendant environ 3 heures suite à une seconde attaque de déni de service d'une ampleur sans précédent. Orchestrée avec une précision chirurgicale depuis de multiples points sur Internet, cette offensive crée une tempête parfaite de trafic hostile submergeant les serveurs de Yahoo. Non seulement le site principal de Yahoo aux États-Unis est affecté, mais aussi des services phares là, comme Yahoo Mail, leur service de courriel, et GeoCities, on s'en rappelle, hein, Rest in Peace, ouais, c'est ça, laissant des millions d'utilisateurs sans accès à leurs comptes et aux informations qui viennent avec, à l'actualité entre autres. Là. Les ingénieurs de Yahoo, dépassés par la rapidité et l'intensité de l'attaque, peinent à rediriger le trafic. C'était tellement rapide et intense qu'ils ne pouvaient même pas rediriger ce trafic-là, en fait. Oui. Là. Ce qui illustre un peu le niveau de chaos et de désorganisation causé par l'attaque. Finalement, vers 13h30, un semblant de normalité commence à se rétablir. La majorité du trafic hostile a été filtré et l'accès au site a été progressivement restauré. Secret Fenton, porte-parole de Global Center Inc., la société d'hébergement des sites de Yahoo, a qualifié l'incident d'immense, soulignant que personne n'avait jamais vu quelque chose de semblable auparavant. Cette attaque marque un tournant révélant une vulnérabilité jusqu'alors inconnue dans le monde du Web. Le 9 février 2000, au lendemain de la seconde attaque dévastatrice contre Yahoo, le monde du Web assiste à une escalade sans précédent dans la série d'attaques de déni de service. Une multitude de sites très fréquentés sont ciblés, subissant une avalanche de messages fictifs qui perturbent gravement leur fonctionnement. Amazon.com, par exemple, voit ses temps de chargement s'allonger significativement, bien que le site parvienne malgré tout à traiter les commandes pendant l'heure que dure l'attaque. eBay, quant à lui, souffre de dysfonctionnements majeurs rendant inaccessibles des pages essentielles comme celles des articles en enchères. Simultanément, Buy.com, ça aussi, je pense même plus que c'est plus ce que c'était. Ouais, c'est une grosse boutique en ligne. Ouais, exact. Et mis hors ligne pendant environ 3 heures. Puis c'était une drôle de coïncidence. C'était la journée même où l'entreprise était introduite à la bourse. Puis bien que l'augmentation de trafic soit initialement attribuée à cet événement, il a été rapidement confirmé que l'arrêt résulte d'une attaque malveillante. CNN Interactive. Donc, CNN n'est pas épargné non plus, connaissant un ralentissement notable dans ses opérations pendant près de 2 heures aussi. Face à cette situation d'urgence et du sérieux, les attaques non revendiquées ont créé un climat d'incertitude et de mystère quant à leur origine. En réponse à cette menace croissante, le FBI réagit avec rapidité et efficacité, lançant une enquête approfondie et méticuleuse pour identifier et traquer les responsables. Ces attaques représentent un signal d'alarme pour les autorités de sécurité nationale. Le président Clinton convoque un groupe de travail spécialisé en cybersécurité, tandis que la procureure générale Janet Reno initie une chasse à l'homme intensive pour appréhender les cybercriminels. Les agents spécialisés en cybercriminalité mobilisent toutes leurs ressources et leur expertise pour analyser les indices, démêler les motivations en derrière ces attaques sans précédent et mettre en place des stratégies pour prévenir en fait de futures incursions.
Mais parallèlement à ça, Émile, dans les méandres des forums en ligne et surtout sur MIRC, il y a un individu se faisant appeler Mafia Boy qui commence à se vanter d'être l'architecte de ces attaques dévastatrices. Sur la plateforme MIRC, il proclame fièrement sa responsabilité. Qui est vraiment cette personne se cachant derrière le pseudonyme de Mafia Boy? Et peut-elle véritablement être la clé de cette série d'attaques troublantes? Le mystère s'épaissit, ce qui laisse les enquêteurs et observateurs dans un état de questionnement assez particulier parce que ça, c'est venu rapidement aux oreilles du FBI. Oui, carrément, il y avait beaucoup de spéculations là, à l'époque. Je continue, Seb, le 10 février 2000 maintenant. Le monde du web reste en état de choc alors que la série d'attaques des DOS continue sans relâche. Ce jour-là, ZDNet, un leader en information technologique, un site un peu de geek, là, et Daytech Online, qui est une plateforme de courtage en ligne, sont les nouvelles cibles des cybercriminels. Comme les jours précédents, les attaques inondent les serveurs des sites visés d'un trafic massif, les rendant inaccessibles. Dans les entreprises du monde entier, une tension palpable règne. Les équipes de sécurité informatique, en état d'alerte maximale, se préparent à contrer d'éventuelles nouvelles attaques. Les salles de serveurs où les machines tournent à plein régime résonnent du bourdonnement de l'activité intense nécessaire pour parer aux menaces continues. Parallèlement, les agences de sécurité, y compris le FBI, redoublent d'efforts pour identifier les responsables de cette série de cyberattaques sans précédent. Cette situation a conduit à une prise de conscience à l'échelle mondiale. Le 11 février 2000 maintenant, le monde virtuel retient encore son souffle. Une accalmie dans la tempête des attaques DDoS semble s'installer. Partout dans le monde, les entreprises et les fournisseurs de services Internet restent en état d'alerte élevé, se tenant prêts pour d'éventuelles nouvelles vagues d'assaut. Oui. Les mesures de sécurité sont intensifiées, chaque mouvement sur le réseau étant scruté à la recherche de signes avant-coureurs d'activités malveillantes. Les équipes de sécurité informatique, en posture de vigilance accrue, se tiennent prêtes à intervenir instantanément au moindre indice d'une attaque. Les forums et les salles de chat en ligne bourdonnent d'activités, devenant des centres névralgiques où experts et passionnés d'informatique échangent astuces et stratégies pour se prémunir contre ces attaques impitoyables. Parce que dans le temps, ceux qui utilisaient les forums, c'était vraiment les geeks des geeks. Oui. Monsieur, madame, tout le monde qui allait sur Yahoo pour chercher une recette de pâté chinois, par exemple, n'allait pas sur les forums poser des questions sur les attaques des DOS. Donc, c'était quand même une relativement petite communauté. Oui. Donc, les groupes de hackers se connaissaient aussi. Oui. Puis les gens se demandaient, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces gens-là? Puis de l'autre côté, ben, comment on peut se protéger de ces attaques-là? Là? Oui, exactement. Puis même sur MIRC, qui existe encore, hein, je l'ai téléchargé aujourd'hui. OK. Je voulais voir. Puis quand même à l'époque, moi, quand j'étais là-dessus, là, c'était même sur l'Internet, c'était pas tout le monde qui était sur MIRC. Là, non. Donc, mais je me rappelle de ce moment-là, c'est vrai que ça discutait énormément de ça. Moi, je travaillais en informatique à ce moment-là, puis tout le monde en parlait. Là. C'était vraiment le sujet de l'heure. Dans cet environnement tendu et incertain, la chasse aux responsables s'intensifie. Le FBI, en première ligne, mobilise des ressources considérables pour traquer et localiser les auteurs de cette série d'attaques sans précédent. Le 12 février 2000, la tension reste palpable dans la communauté en ligne. Les entreprises et les fournisseurs de services Internet maintiennent encore une fois une surveillance accrue de leur réseau. Les événements récents ont laissé vraiment une marque profonde qui ont créé un climat de méfiance. Les équipes de sécurité toujours en état d'alerte. Les experts en sécurité du monde entier intensifient leurs échanges, cherchant collectivement des stratégies pour mieux protéger les infrastructures. Mais parallèlement à ça, le FBI, lui, continue de mener ses enquêtes pour identifier les auteurs de ces attaques. Alors que le week-end passe sans nouvelle attaque majeure, là, il y avait un peu de répit. La vigilance reste de mise dans le monde du web. Confronté à un défi colossal, le FBI pousse ses ressources à leurs limites pour traquer les responsables de ces attaques qui ont ébranlé les géants d'Internet. Dans cette quête, l'agence étend ses efforts bien au-delà de ses capacités habituelles et initie une collaboration interagences et internationale.
En s'associant à d'autres entités gouvernementales, en fait, tant aux États-Unis qu'au Canada qu'à l'étranger, le FBI orchestre une chasse aux cybercriminels qui nécessite une expertise et une coordination là, qu'il faut faire pour tenter de le traquer. Dans le sillage des attaques récentes, les entreprises touchées ainsi que d'autres acteurs influents du secteur technologique se mobilisent avec le FBI. Elles partagent des informations cruciales et leur donnent des informations techniques qui vont contribuer à aider pour l'analyse technique. Chaque jour, les experts du FBI et du secteur privé plongent dans un océan de données et tentent de scruter tous les détails possibles qu'ils peuvent avoir comme information par rapport à la personne ou aux cybercriminels qui font l'attaque. En parallèle, le FBI, eux, ils ont fait une mission proactive de prévention, en fait, parce que pour contrer ça, ils voulaient quand même que les entreprises se sécurisent plus. Donc, ils ont développé des recommandations stratégiques pour renforcer la sécurité des systèmes informatiques et la protection des infrastructures critiques. Dans le même temps, il y a une campagne de sensibilisation qui a été déployée pour éduquer le public et les entreprises sur toutes les menaces du web et par rapport aux stratégies de défense efficaces. On était le 12 février et le 13 et le 14 février, il y a eu d'autres attaques similaires. Mais après ça, à partir du 15 février, plus aucune autre nouvelle offensive. Alors que les jours s'écoulent, l'enquête continue de progresser. Mais avant de nous plonger davantage dans cette affaire, Émile, explique-nous un peu d'où vient l'origine du mot « hacker ». Pourquoi on dit « hacker » ? Oui, c'est intéressant. Je pense qu'on n'en a jamais parlé, même à Distorsion, non, parce qu'en français, on traduit pirate, mais c'est pas une traduction littérale, en fait. Là. L'origine du terme hacker nous transporte dans les années 60, en fait, au sein du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. À cette époque, hack, en fait, ça désignait une solution là, ingénieuse à un problème technique, symbolisant l'ingéniosité plutôt que la transgression. Oui. Souvent, on va le dire, là, voici un hack pour recharger ton téléphone ou quelque chose comme ça. Là. Au sein du Tech Model Railroad Club du MIT, ça me semble que c'était l'espèce de club de geeks là, de reconnus de l'époque. Oui, là. Exactement. Ouais. Le concept de hack prenait une forme concrète se référant à des modifications ou améliorations apportées au système de trains miniatures. Parce que eux, justement, ils faisaient des espèces de méga... j'ai juste des mots anglais dans la tête, là, mais des chemins de fer, électriques. Là, exactement. C'était vraiment des... Ça a commencé là, en fait. Les ingénieurs du MIT se rassemblaient là. Drôle, hein? Puis, va savoir, ils avaient une passion pour les trains miniatures. Mais c'était une des seules bébelles qui avait un moteur dans le temps, quasiment. Oui, qu'on pouvait semi-programmer, je présume. Là. C'est ça, fait que j'ai l'impression que c'est à cause de ça. Oui, tout à fait. Moi aussi, à cette époque-là, j'aurais sûrement été dans le club. Oui. Les membres là, réalisaient donc des hacks pour modifier là, les systèmes de ces petits trains-là. Là, et c'est de là que vient le mot. En fait, on les appelait des hackers. Oui. Donc, l'évolution du terme a suivi l'arrivée là, des premiers ordinateurs au MIT. Après les petits trains, les ordinateurs sont arrivés et les programmeurs ont adopté le mot hacker pour désigner là, ceux qui étaient capables de créer des programmes informatiques innovants. Ce qui faisait un peu là, de ce terme-là un badge d'honneur et de respect dans la communauté au MIT. Mais toutefois, avec la démocratisation de la technologie dans les années 70-80, la connotation du mot hacker a commencé à s'assombrir un peu. Il a commencé à être associé à des individus exploitant les systèmes informatiques là, à des fins moins louables, que ce soit pour le défi, le profit ou encore la malveillance. Donc, de nos jours, le terme hacker, il y a plusieurs nuances. Il y a les hackers blancs, là, les white hats, qui sont considérés un peu comme les protecteurs du monde numérique. Il y a les black hats, les hackers noirs, qui, eux, sont un peu les antagonistes. Oui. Et il y a aussi les hackers gris, en fait, qui se situent quelque part entre les deux, là, les grey hats, qui sont un peu dans une zone ambiguë. Merci, Émile. Puis toi, là, si tu étais un hacker, puis peut-être que tu l'es dans l'ombre, hein, on ne sait pas. On se dit pas tout. Hein, tu as ton jardin secret. Quel chapeau tu porterais? Eh bien, écoute, je pense que je serais sans doute un white hat parce que j'ai l'impression qu'on parle toujours à Distorsion de l'erreur de débutant là, qui fait en sorte qu'on retrouve les hackers. J'ai l'impression que je serais cette personne-là, moi, qui aurait utilisé son email de jeunesse pour un jour entrer dans un forum ou faire quelque chose comme ça. Puis on me retracerait. Donc, je pense que je serais mieux d'être du bon côté. C'est bien, ça, c'est bien. On retourne à notre histoire. Dans les semaines suivantes, les attaques des DOS de février,
L'enquête des autorités avance discrètement, mais de manière déterminée. Le 15 avril 2000, quelques mois plus tard, un événement dramatique se déroule en banlieue de Montréal, à l'île Bizarre, marquant un tournant crucial dans l'affaire. Le 15 avril 2000, un événement significatif se déroule en banlieue de Montréal à l'île Bizarre. La Gendarmerie royale du Canada, la GRC, en collaboration étroite avec le FBI, arrête un adolescent de 15 ans, connu sous le pseudonyme de Mafia Boy. Ce jeune pirate informatique est rapidement identifié comme le responsable des attaques DDoS qui ont paralysé des géants du web, comme on vous parlait, CNN, Yahoo, eBay, Amazon, il y a eu Dell, il y en a eu plein d'autres. Cette arrestation marque un moment clé dans l'histoire là, au niveau de la cybercriminalité, là, plongeant le jeune homme au cœur d'une importante affaire judiciaire. C'est la première fois qu'un jeune comme ça, du moins au Québec, se fait arrêter. Mafia Boy, qui a inondé ses sites de requêtes simultanées à l'aide de logiciels obtenus illégalement, avait pour but d'impressionner la communauté des pirates. Toutefois, c'est son orgueil qui l'a trahi. Souvent, on parle des erreurs de débutants, mais lui, c'est son orgueil. Il se vante de ses exploits, il s'est vanté auprès de ses amis, et même sur les channels MIRC. Il affirmait même que le FBI ne le retrouverait jamais. C'est cette arrogance qui a précipité sa chute. Accusé de méfaits et de déni de données électroniques, le jeune pirate informatique fait face à 2 ans de prison et à une amende de 1 000 $. À Washington, la procureure générale Janet Reno appelle à une punition sévère, soulignant les pertes économiques massives subies par les entreprises touchées. Si jugé aux États-Unis, Mafia Boy risquerait en fait jusqu'à 10 ans de prison. Le jour de son arrestation marque également un changement de perception. Mafia Boy, loin d'être un hacker expert, est révélé comme un script kiddies, utilisant des outils et des scripts qui sont conçus par d'autres. C'est comme un peu script kiddie, une petite insulte là, entre hackers. Là, genre, toi, tu es juste capable d'exécuter un script, en fait. Exactement. Mais par contre, moi, je vais nuancer, on va vous en reparler un petit peu plus tard. On va vous parler même de certaines techniques qu'il a utilisées. Je nuancerai un peu. Il est pas juste un script kiddies. Non, sans doute. Mais c'est vrai que c'était ça. Les autres le traitaient un peu comme ça. Oui, exactement. Faut pas oublier, là, on parle de sentences qu'il risque. Faut pas oublier qu'il y a 15 ans à ce moment-là. Donc, c'est des sentences quand même pour mineurs. Là. Oui. Puis qui sont quand même sévères. Oui, très sévères. Malgré son jeune âge, donc c'est ça, mais malgré tout, malgré son jeune âge, là, on vous parlait, qui exécute les scripts des autres, il démontre une habileté surprenante là, dans la manipulation de tout ça. Protégé justement par son statut de mineur, son identité reste confidentielle. Après son arrestation, la GRC lui propose d'utiliser ses compétences pour la sécurité sur Internet, une offre qu'il décline. Cette arrestation, c'est le fruit d'une enquête méticuleuse et d'une coopération internationale. Alors que Mafia Boy fait face à la justice, le monde observe. En fait, c'est vrai que les gens, c'était la première fois que ce type de criminalité-là était amené au grand public, ce type d'attaque-là, et on sentait une forme de vulnérabilité universelle par rapport à ces menaces-là, ce qu'on n'avait pas avant. Mais avant d'aller plus loin, Émile, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de qui est derrière Mafia Boy? Oui, né dans une famille marquée par le divorce, Michael Calce
qui se fera connaître sous le pseudonyme Mafia Boy, grandit principalement avec sa mère, tandis que son père, un homme d'affaires prospère, en avait la garde les week-ends. Durant ces week-ends, souvent seul, tandis que son père était absorbé par le travail, Michael trouve un refuge inattendu dans un vieil ordinateur. Sans jeux vidéo pour l'occuper, il se lance dans l'exploration et le bidouillage, maîtrisant rapidement le langage du système d'exploitation DOS, le DOS, à seulement 5 ans, une prouesse remarquable pour son âge. Son père, cherchant à combler son absence, lui offre son premier ordinateur personnel à l'âge de 6 ans. Michael se souvient vivement de l'émerveillement qu'il ressentit en allumant cet ordinateur, un moment qui marque le début de son immersion dans un univers de possibilités infinies. Passionné par les Legos, il préfère les ensembles sans instruction, favorisant la créativité et l'innovation, une tendance qui se reflète dans son attrait pour l'informatique. Dès l'âge de 6 ans, il se plonge dans des livres sur la programmation et le matériel informatique, nourrissant une curiosité insatiable pour le reverse engineering et la compréhension des systèmes et des codes. Reverse engineering, c'est de partir un peu d'un objet ou d'un concept déjà fait et de tenter un peu de le déconstruire. Oui, exactement, de comprendre comment il a été fait. Ouais. Exactement. À 9 ans, Michael reçoit sa première version d'essai gratuite d'AOL, marquant sa première incursion sur Internet. On recevait tous souvent, quand on achetait un truc informatique, un lecteur de CD-ROM, une souris, un truc comme ça, tu avais le CD d'AOL qui était disponible. Puis pour nous, les Canadiens, je pense que ça marchait même pas, en fait. Ah oui, oui, tu as raison. Hein. Je pense que non, on ne l'avait pas, du moins au début, mais c'est vrai qu'il était agressif quand même. Hein. Il y en avait partout. Ah oui, il y en avait partout. Là. Peu de temps après avoir reçu ce CD-là, probablement lui aussi, puis en ayant fait une version gratuite, il réussit à pirater les systèmes d'AOL, en fait, pour prolonger sa période d'essai, démontrant une aptitude remarquable pour son âge. En tant qu'adolescent, Michael commence à interagir dans les salons de discussion de AOL où il est souvent expulsé ou souvent déconnecté, punté par l'envoi massif de données. Intrigué par la capacité d'attaquer quelqu'un à distance via Internet, justement par son expérience personnelle, il acquiert les compétences nécessaires pour punir, en fait, ceux qui l'énervent dans les chats. Oui. Donc, Michael devient rapidement un membre actif des premières communautés de piratage en ligne où il approfondit ses compétences et connaissances en matière de piratage. Lorsqu'il rejoint l'IWC, qui est un groupe de hackers, IWC, il découvre le pouvoir de contrôler des ordinateurs à distance, d'effacer des données, de créer des outils malveillants, de voler des informations personnelles et encore bien plus. Sous la tutelle du chef de groupe et d'autres membres, il apprend même à exploiter les vulnérabilités des réseaux pour obtenir un accès à la racine. Oui. Mais les gens, même dans le groupe de hackers, ne savent pas il y a quel âge, ne savent pas forcément il vient d'où. C'est vraiment un monde anonyme où il y a des gens de plein de milieux, plein d'origines qui se rencontrent. C'est vrai, hein? Il y a comme pas de préjugés, du moins qui peut être possible par tous ces facteurs-là que tu nommes. Hein? Oui, exact. Après la disparition soudaine du chef de l'IWC, laissant le groupe dans l'incertitude, Michael décide de quitter l'IWC pour rejoindre TNT Force, un groupe encore plus influent. Eux, ils étaient vraiment connus. Là. Moi, je me rappelle aussi de TNT Force. C'était considéré comme l'élite, en fait, sur Internet, entre autres sur MIRC, où, évidemment, c'est le lieu de discussion principal, en fait. Là. Exact. Et c'est sur MIRC qu'il va adopter le pseudonyme Mafia Boy, inspiré par son frère. Oui. Et au sein de TNT Force, c'est là qu'il va rencontrer des membres très influents comme Jedi et l'autre, c'est comment on le prononce? C'est Strater, mais c'est 69, là. Strixniner ou Stringniner, je sais pas comment dire. STR69ER. Exact. Et ces gens-là communiquaient dans un langage cryptique en mêlant des termes techniques et des abréviations. Le groupe se distingue aussi par des attaques DDoS qu'ils font et aussi des rivalités qu'ils ont contre d'autres groupes de hackers, en fait. Donc, ils sont très actifs, ils sont très hostiles. Là. C'est un groupe qui est plus proactif ou qui fait plus d'attaques que son groupe d'avant, le IWC.
L'entrée de Michael dans ce monde de hacking sous le nom de Mafia Boy marque le début d'un parcours qui allait non seulement transformer sa vie, mais aussi influencer profondément le monde de la cybersécurité. Tu parlais justement sur quand les gens se parlent et tout ça, ils n'ont pas connaissance de l'âge et tout ça, mais moi j'ai l'impression, surtout à cette époque-là, même encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que beaucoup devaient être pas très vieux. Sans doute. Peut-être pas l'âge à Mafia Boy, mais des gens, des jeunes adultes, il doit y avoir beaucoup d'adolescents justement qui ont beaucoup de temps. Puis c'est beaucoup de temps pour apprendre ces choses-là. Il y a plein de gens autodidactes, là, tous ces gens-là, c'est tous des autodidactes, mais pour avoir le temps d'apprendre ça, prendre le temps de faire ça, j'ai l'impression que c'était quand même beaucoup de jeunes ensemble. Fort possible. Sans le savoir, là, j'ai cette impression-là. On va vous parler un peu de comment il a procédé, parce que justement, les médias même disaient qu'il était un script kiddies, mais je vais nuancer. Après s'être entraîné et avoir perfectionné ses compétences sur des cibles plus modestes, Mafia Boy s'est tourné vers OutlawNet Inc., qui est un fournisseur d'accès Internet de l'Oregon, qui est géré par des étudiants de la Sisters High Schools. Exploitant leur serveur, il parvient à masquer son adresse IP, lui permettant de se connecter à des forums de discussion sur MIRC sous de fausses identités, tout en brouillant ses traces. Michael réussit à infiltrer plusieurs réseaux universitaires, utilisant leur puissance de calcul combinée pour lancer des attaques extérieures. En quelques clics sur son clavier, il orchestre des attaques DDoS, submergeant des sites web de trafic massif en exploitant ces réseaux universitaires-là. Fait que c'est de cette façon-là quand même. Il a quand même fallu qu'il rentre dans les réseaux universitaires, qu'il installe les trucs. Donc, il faut quand même ça va au-delà du script kiddies. Ah, bien sûr. Peut-être qu'à la fin, il exécute un script, sauf qu'il y a tellement un travail de préparation minutieux en amont effectivement. Ah oui, puis vous allez voir, il a fait même autre chose. Lassé justement d'utiliser les outils des autres hackers, Michael, lui, aspire à plus. Il conçoit l'idée de créer son propre outil DDoS puissant avec l'aide de ses collègues hackers, pour asseoir sa domination, parce qu'il y avait quand même un désir là, de dominer le monde, le cybermonde. Là. Après des mois de développement et en combinant cet outil avec les machines compromises qu'il contrôlait là, dans les réseaux universitaires, il est prêt pour un test grandeur nature. Le 7 février 2000, encore au secondaire, à l'école, Michael lance sa première attaque DDoS avec cet outil contre Yahoo, dans le cadre du projet que lui, il avait nommé son projet Rivolta, qui signifie « soulèvement » en italien. Puis à cette époque, Yahoo était, comme on vous en a parlé, là, était une entreprise multimilliardaire, c'était le premier moteur de recherche. L'attaque a paralysé le site pendant 2 heures. Le jour suivant, Buy.com a subi également la même attaque que Michael a interprété comme un défi qui a été lancé par un rival, suggérant que d'autres pourraient imiter son exploit sur Yahoo. Donc lui, il a vu ça comme un concours. C'est pour ça qu'il a enfilé les sites un après les autres. Donc, il a décidé après ça de s'attaquer à eBay avec son puissant botnet. Le 8 février, eBay a subi une attaque encore plus dévastatrice que celle de Yahoo. C'est fou pareil, là. Puis lors d'une discussion sur MIRC, il y a un de ses collègues hackers, lui, il a émis des doutes sur la possibilité de faire tomber CNN en raison de ses réseaux avancés, là, où il y avait quand même beaucoup de sécurité. Il a vu ça comme un défi. Il a réussi à mettre hors de service CNN quelques jours plus tard. Ensuite, il a fait Dell. Donc, on dirait que c'est un peu pas un jeu, c'est une forme de compétition. C'est pour ça qu'ils se sont tous enchaînés. Oui, c'est de la bravade. Hein. Exact. Donc, il avait 15 ans. Là, il devait se sentir fier. Là, puis, c'est l'ego qui était à la source de ça, on dirait. Mais oui, c'est fou. Pareil. Il n'en a pas tiré aucun profit, lui. Non, zéro. Il n'a pas piraté eBay pour aller chercher pour s'acheter des jeux vidéo. Non, là, exact. Aucune donnée, il n'a rien fait. Il a juste comme nuit au service. Non, exact. Mais quand même, là. Lorsque les participants, là, les autres hackers dans les chats MIRC constatent que CNN est hors ligne, ils lui suggèrent une nouvelle cible, Amazon, qui était quand même à l'époque un gros joueur. Michael attaque Amazon la semaine suivante, réussissant à le faire tomber assez aisément. Mais Amazon a quand même réussi, là, malgré tout, à survivre, mais ils ont eu quelques heures difficiles.
L'affaire a pris un tournant décisif lorsque le FBI et la police canadienne ont commencé à s'intéresser à Michael, alias Mafia Boy. Sa première apparition sur leur radar s'est produite lorsque des agents infiltrés dans les salons de discussion MIRC ont repéré Mafia Boy, se vantant justement d'être à l'origine des attaques. Il est rapidement devenu le principal suspect. Les agents se sont lancés dans une recherche minutieuse sur Internet pour dénicher des indices sur son identité. Ils ont vite découvert un compte enregistré sous le nom de Mafia Boy auprès d'un fournisseur d'accès Internet au Canada. De plus, les données issues de l'attaque contre Dell indiquent un lien avec un autre fournisseur d'accès à Montréal, renforçant l'hypothèse que Mafia Boy se trouvait donc au Canada lors des attaques. Les enquêteurs ont réussi à localiser Michael en exécutant des mandats de perquisition chez Delphi Supernet et TotalNet à Montréal, deux fournisseurs d'accès associés à plusieurs comptes de Mafia Boy. En établissant un lien entre les attaques et un incident survenu chez OutlawNet à Seattle, ils ont rapidement déchiffré les informations de l'autre compte sur TotalNet. Le numéro de téléphone et l'adresse correspondaient, ils étaient les mêmes. Donc, encore une fois, un peu une erreur de débutant de ce côté-là. Exact. Après avoir recoupé et analysé ces informations pendant quelques jours, les enquêteurs ont commencé à surveiller son domicile. Finalement, cette surveillance méticuleuse a conduit à l'arrestation de Michael Calci. Mais oui, tu as raison, hein, parce que c'est qu'il y avait la naïveté. Juste le dire sur IRC sans penser que des agents du FBI peuvent y aller. C'est très naïf, tu sais. C'est sûr. À l'époque, il ne devait pas avoir cette conscience-là que la police est sur le web. Là. Non, exact. Puis elle ne l'était pas tant que ça. Hein, puis je vais vous en parler un peu en fin d'épisode. Là, genre juste l'effectif de cyber-enquête à Montréal. Ouais. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais non, c'était vraiment autre chose. C'était vraiment naïf. Là, tu sais. Ça n'a pas été... Tu sais, au final... Ça a pris un certain temps, mais ça n'a pas été si complexe de faire les liens. Là. Le procès de Michael, Mafia Boy, est devenu un phénomène médiatique international. Il a captivé l'attention bien au-delà du Canada et des États-Unis. Protégé à l'époque par son statut de mineur, le jeune homme se retrouve au cœur d'un procès qui soulève des questions essentielles sur la cybersécurité, la responsabilité légale et la complexité de la criminalité en ligne. Hein, parce que je lisais même des articles de l'époque et même eux, ils disaient que c'était la pointe de l'iceberg, ce qu'on voyait, ce qui était dénoncé ou tout ça, que même à l'an 2000, il y avait énormément d'attaques qui n'étaient juste pas su au grand jour et qui avaient très peu d'effectifs aussi pour enquêter tout ça. Ça restait nouveau aussi pour que des corps policiers développent une expertise aussi là, en cyber-enquête. Dans la salle d'audience, la tension est palpable. La défense plaide pour la clémence, soulignant la jeunesse et le manque de maturité de l'accusé. Et le fait qu'aucune donnée sensible n'a été compromise, hein, comme on vous disait, il n'y a rien volé. L'accusation, de son côté, présente un dossier solide mettant en lumière là, tous les dommages économiques qu'a causés aux entreprises, l'insécurité générée par les attaques là, partout dans le monde. Des experts en cybersécurité témoignent, révélant quand même de méthodes assez sophistiquées de Mafia Boy et de sa compréhension avancée des systèmes informatiques. Donc, on est loin du script kiddies. Le 18 janvier 2001, Mafia Boy plaide coupable à 57 des 67 chefs d'accusation, évitant ainsi un procès long et technique. Imagine le procès, là, la preuve et tout ça. Là. Reconnaissant sa culpabilité pour clore cette période tumultueuse et reprendre une vie normale, Michael exprime son désir de poursuivre des études en informatique, un domaine où il a déjà démontré un talent certain. Après des mois d'audience judiciaire, Michael est finalement condamné à une peine de détention dans un établissement pour jeunes, pour mineurs, assorti d'une probation stricte. Cette probation inclut notamment l'interdiction d'accéder à Internet sans supervision. La sentence rendue le 12 septembre 2001 suscite des réactions assez partagées. Certains la considèrent comme adéquate, tandis que d'autres la jugent trop indulgente.
Toi, en fait, je vais continuer. En plus de sa peine de 8 mois de détention, il se voit imposer des restrictions sévères là, sur même l'accès à un ordinateur et Internet jusqu'en juin 2004. C'est quand même juste 3 ans plus tard, mais je pense qu'il devient majeur à ce moment-là. Mais il est également, ça je trouvais ça intéressant qu'ils mettent ça dans le jugement, qu'il était également interdit de monétiser son histoire ou même de participer à des interviews jusqu'en 2004. Donc d'après moi, c'est ça, c'est qu'il devait devenir adulte à ce moment-là. Ouais. Je trouvais ça bien qu'il empêche d'exploiter un peu ce côté-là, parce que pour pas que ça devienne du sensationnalisme, puis que ça donne à la limite des idées là, à d'autres de continuer de faire ça, je trouve. Oui, c'est clair. Pourtant, plein de criminels, eux, réussissent quand même à vendre leurs histoires. Tu sais, ça semble pas être une clause qui est commune à tous les criminels, mais je pense que c'est un petit sursis parce qu'à partir de 2004, il peut monétiser son histoire. Exact, donc, il l'a bien fait. Là. Oui, c'est clair. Mais tu as raison, mais j'ai l'impression qu'un des gros arguments, c'est le fait, selon moi, qu'il était mineur. Puis maintenant Michael Calce a radicalement changé de cap pour devenir un expert reconnu en cybersécurité. Il est auteur de l'autobiographie Mafia Boy, How I Cracked the Internet and Why It's Still Broken, qu'il a publié en 2008. Qu'on vous recommande. Oui, absolument. Il y partage son parcours, ses motivations. J'en ai lu plusieurs extraits. C'est quand même assez intéressant là, comment il explique tout ça. Là. Justement, il y a des éléments que j'ai apportés dans l'histoire. Il a également collaboré avec des médias tels que le Journal de Montréal, Info Security Magazine. Il a offert son expertise en protection de données et de systèmes informatiques. Il a fondé l'entreprise Optimal Secure, qui est une société spécialisée en tests d'intrusion, gestion des risques et formation. Il est aussi conférencier. C'est un intervenant qui est apprécié dans le monde de la cybersécurité. Mais aussi, il nous dit qu'il veut se détacher. Il veut plus qu'on l'appelle Mafia Boy. Oui, mais j'espère. Puis justement, c'est pour ça qu'à la fin, quand on était dans son procès, je préférais le nommer par son prénom. Puis il a raison. Il dit, pour lui, Mafia Boy est mort, c'est ce qu'il dit. Il regrette ses actions passées. Il s'engage désormais à aider les entreprises, les individus à se prémunir contre les cybermenaces. Il se positionne plus comme un ancien hacker repenti et maintenant un défenseur de la cybersécurité. Je suis allé sur son LinkedIn avant d'enregistrer. Et justement, maintenant, il est le CEO, en fait, le fondateur d'une entreprise qui s'appelle DecentraWeb. Donc, le web décentralisé, qui est une entreprise quand même innovante là, dans le domaine des noms de domaine. C'est que tu peux acheter des noms de domaine pour le web 3.0. Puis ça, c'est le web 3.0, c'est une nouvelle génération d'Internet. Ça va être des infrastructures qui vont être décentralisées puis basées sur la blockchain. Puis tu sais, même moi, là, je comprends, mais j'ai de la misère à saisir jusqu'où on peut tenir tout ça. Mais lui, il est quand même assez précurseur dans son entreprise par rapport à ça. Donc aujourd'hui, il est toujours actif, dans le fond, dans le milieu justement de la sécurité. Ça, le web 3.0, c'est justement un web qui est moins au travers des infrastructures communes. C'est justement un web isolé que tu peux contrôler, tout ça. Donc, je trouve que ça cadre bien avec sa vision d'esprit. Là. Donc, on a fait le tour de la chronologie, mon cher Émile. Ben oui, toute qu'une histoire, Seb, cette histoire de Mafia Boy, de Michael Calce. Désolé, c'est la dernière fois, Michael, qu'on va t'appeler Mafia Boy. Et qui sait, un jour, on pourrait le recevoir à Distorsion aussi. Oui, c'est quelqu'un qui donne des entrevues aussi couramment. C'est quelque chose que j'aimerais bien, justement, le contacter. Puis pour discuter avec lui, je pense que ça pourrait être intéressant de faire ce type de discussion-là. Ça serait chouette, un épisode bonus. Si tu nous écoutes, Michael, écris-nous. Oui, absolument. Avant de terminer, Seb, cet épisode-là, puis de passer à l'after show, je voulais faire un petit point sur les attaques des DOS au Québec, en fait, parce qu'il y en a eu aussi des attaques notoires. On va avancer un peu dans le temps. Le 13 septembre 2023, c'est le Québec qui est frappé par une série d'attaques des DOS d'une grosse ampleur. En fait, c'est 7 sites gouvernementaux qui auraient été frappés, dont ceux du ministère de l'Économie et d'Investissement Québec. Ces attaques caractérisées par une augmentation exponentielle des demandes de connexion et ont provoqué une surcharge des serveurs entraînant la paralysie temporaire de ces sites-là. Le groupe de pirates russes, le No Name, connu pour ses actions cybernétiques audacieuses, a rapidement revendiqué la responsabilité de cette offensive-là sur le réseau Telegram cette fois.
Ils ont déclaré que cette attaque était une réaction au soutien réitéré du premier ministre Justin Trudeau à l'Ukraine lors du dernier sommet du G20. Cette déclaration a ajouté donc une dimension géopolitique à l'incident, reflétant la complexité croissante des cyberattaques dans le contexte international. Ben oui, parce que moi, je trouve ça fou que des hackers, maintenant, c'est comme des activistes. Ah aussi, oui. Ce type d'hacker-là, c'est drôle. Hein? Puis les employés du gouvernement aussi, dans certains cas. Oui, t'as raison. Comme en Russie, comme en Corée. Oui, exact. Oui, qui sont bien entretenus par l'État parce qu'ils sont utiles. Exact. Donc, malgré la gravité de l'attaque qui a mis hors de service plusieurs sites importants, les autorités gouvernementales ont rapidement communiqué pour rassurer la population. Elles ont affirmé qu'il n'y avait jusqu'à la soirée de l'attaque aucune preuve de compromission des données sensibles. Quelques mots sur le groupe de pirates No Name, justement, émergent récemment dans le paysage de la cybercriminalité. Ce groupe-là, No Name, représente un nouvel acteur aux motivations et tactiques très complexes. Ils opèrent depuis la Russie. Ils semblent être motivés par des objectifs entre les intérêts politiques et financiers, souvent influencés par les dynamiques géopolitiques actuelles et les conflits mondiaux. Leur récente revendication d'attaque au Québec, en réponse au soutien de Trudeau à l'Ukraine, souligne d'ailleurs leur capacité d'interagir dans des enjeux internationaux comme ça. No Name s'inscrit aussi dans la lignée des groupes de hackers modernes utilisant des attaques DDoS pour submerger les sites web de trafic excessif, ainsi que d'autres méthodes comme du phishing, par exemple, et d'autres exploitations de vulnérabilités logicielles. Leur mode opératoire, caractérisé par l'anonymat et peut-être des liens avec d'autres entités criminelles ou étatiques, reste développé de mystère, rendant leur structure et leur opération délibérément opaques. Donc, on en sait encore peu sur eux, mais on va vous tenir au courant s'il y a d'autres conflits avec ce groupe-là. Oui, absolument. Merci pour ça. Parce que c'est ça, comme je te disais, c'est encore présent. Puis même là, c'est fou. Moi, je trouve ça fascinant, en fait, qu'on vit à une époque comme ça, comment la technologie est utilisée contre nous pour revendiquer des trucs. Oui, juste avant de se quitter, Seb, tu voulais parler un peu du service de police de Montréal. Oui, justement, à l'an 2000, ça s'appelait le SPCUM. Hein, la Communauté urbaine de Montréal. Oui, exact. À l'an 2000, leur petite équipe pour les cyber-enquêtes avait 6 personnes. Puis même à cette époque-là, il y avait 700 dossiers à traiter, soit le double de l'année 98. Donc, les crimes technologiques augmentaient au fil que leur effectif, mais juste 6. Maintenant, je ne sais plus exactement, mais je l'ai lu, l'autre. Je pense qu'ils sont quasiment 40. Au total, là, je pense avec les consultants et tout ça, là, ils sont quand même une bonne gang, mais maintenant, dans la plupart des crimes, c'est rare que la technologie n'est pas impliquée. Ben oui, maintenant, c'est clair. Pas toujours d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ça. Elle n'est pas toujours au cœur, mais elle est toujours impliquée indirectement. Donc, ces gens-là, c'est juste normal. Ils doivent être occupés. Oui, oui. Puis aussi, je voulais vous parler d'un petit truc par rapport aux cyberattaques. Je n'avais pas pensé à ça. C'est les dispositifs médicaux. Dans les hôpitaux et tout ça, hein, ils sont vulnérables à ces attaques-là, les pacemakers, les choses comme ça. Mais heureusement, la FDA aux États-Unis exige maintenant que chaque fabricant ait un plan de cybersécurité pour tous les dispositifs médicaux parce que les hôpitaux, on l'a vu pendant la pandémie, ils étaient extrêmement vulnérables à toutes sortes d'attaques, des ransomware, toutes sortes de choses. Donc, puis on a été chanceux à la limite que ces appareils-là n'ont pas trop été la cible, mais souvent, c'est vrai qu'ils ne sont pas bien sécurisés, puis il y a des risques. Donc, maintenant, je réfléchissais à ça en m'en venant en studio, là, c'est rendu, je le trouve un peu fou, notre monde aujourd'hui, comment on doit, autant que la technologie est géniale, mais autant que c'est un Moses de nid de guêpe. Ah, c'est clair, ben oui. Il faut tellement se protéger de tout, là. C'est rendu... des fois, j'ai le goût de revenir en arrière. Je te comprends. Des journées comme ça, mais bref... Toute une histoire. Oui.
Yes. Et vous, les distordus, est-ce que vous avez envie de revenir en arrière, comme Seb, dans le passé, où la technologie était moins présente? Dites-nous-le, vous savez où nous trouver. On est partout sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. On a un groupe de discussion privée aussi sur Facebook. Et aussi, évidemment, sur Patreon, où nos supporters vont avoir un magnifique after-show aujourd'hui sur les dessous des piratages récents des casinos et des hôtels MGM. Donc, Seb va nous parler de ça dans l'after show sur Patreon. Sinon, bien, on vous remercie encore une fois, tout le monde, tous les auditeurs, auditrices de votre soutien. On remercie André Beaupré, notre monteur. Oui. On remercie RB qui a fourni la musique aujourd'hui. Et on n'a pas le choix de faire des beaux shout-outs à nos membres Patreon. Je commence un gros high five à Rosalie R, MGLA, Jeune Soki, Mel G et Sylvie. Aussi, une bonne poignée de main à Philippe C, à Amélie L, à Rahan L, à Brian V et à Chantal B. Je poursuis l'amour à Babin B, Esther F, Kevin B, Caroline C et la mystérieuse Mylène. Un gros shout-out à Jennifer, à Marie-Pierre M, Samuel L, Mathieu M et la mystérieuse Camille. Je poursuis un gros câlin à Florence, à Laurence DD, à Val A, Elisabeth FB et Maxime SJ. On ne pourrait faire ce show sans l'aide de Julie T, Michael, JB, Philippe L, Chloé R et Sarah Émilie. Je poursuis à Julia B, Marc P, Mélodie L, Aude B, Nathalie D. Je continue l'amour avec Sandra, Daphné B, Olivier G, Philippe B et José Catherine D. Un gros double high five à Eva K, Jeffrey V, Gianni S, Maxime M et Véronica. Et pour terminer, beaucoup d'amour à Estelle P, à Naomi U, à Annie-Claude B, à Cédric N.O. et au mystérieux ou la mystérieuse Forg. Merci à vous. Et Émile, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous? Si vous trouvez que vous avez fait de grosses erreurs de jeunesse, consolez-vous. Ça peut rarement être pire que celle de Mafia Boy. C'est certain. À bientôt.